La semaine passée, j'ai reçu un inbox TikTok de la part de Renard Urbain qui me demandait mon avis sur la nouvelle, la plus récente polémique entourant le fait que Substack capitalise ou tire profit de contenu néo-schmadi. Il me demandait ce que j'en pensais. Je sais pas si ça fait à quel point c'était une question épineuse et complexe à adresser, mais je vais essayer de le faire pour tous ici, parce que ça peut sembler vraiment évident que tout contenu néo-schmadi devrait être supprimé et délité des plateformes mainstream, donc de grande utilisation en ligne, mais c'est pas aussi simple que ça. La première chose qu'on doit comprendre dans cet enjeu-là, c'est que d'abord, Substack, c'est pas la première fois qu'ils sont l'objet d'une polémique du genre. Il y a eu exactement le même genre de réaction et le même genre d'enquête qui a été publié en janvier 2024, entre autres. Et Substack n'est pas non plus la seule plateforme qui capitalise sur du contenu néo-schmadi. L'enjeu qu'on a, c'est que probablement pour le grand public, c'est vraiment plus facile de comprendre que le concept de tirer profit sur Substack est plus direct dans l'imaginaire collectif parce que c'est une plateforme basée sur un modèle d'affaires par abonnement. Ça veut dire que Substack prend un pourcentage des revenus générés par des abonnements à des contenus usagés. Fait que c'est un peu directement l'image de il y a des sous qui partent de la carte de crédit d'un usager puis qui va directement dans les poches de Substack. Fait que cette corrélation-là est vraiment directe. Sauf qu'il faut pas se leurrer non plus parce que si vous cherchez n'importe quel nom de grande plateforme socio-numérique mainstream comme Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, vous allez trouver des articles qui dénoncent qu'ils ont capitalisé sur des contenus extrémistes ou de contenus haineux, très précisément de contenu néo-schmadi. Ça peut être moins direct par contre comme compréhension, mais il faut vraiment intégrer le principe que n'importe quelle plateforme qui tire des revenus du contenu de ses usagers va tirer plus ou moins directement profit du contenu que les usagers publient. Et ce contenu-là, aujourd'hui, très malheureusement, il contient des contenus avec des discours haineux. Maintenant, c'est important de comprendre aussi qu'il y a une espèce de dissonance cognitive parce que toutes ces mêmes plateformes-là, dans leurs termes d'utilisation, leur politique d'utilisation, incluent une section qui interdit la propagation de discours haineux. Puis là, quand on parle de propagation de discours haineux, on parle de discours haineux visant de la discrimination, essayant de faire la promotion de discrimination, de violence, d'isolement, de préjugés, entourant ce qu'on appelle des groupes protégés. Puis ce concept-là de groupe protégé provient de la Charte des droits et libertés. Là, je ne sais pas si c'est le nom de celle au Canada spécifiquement, là, mais au niveau universel, les droits humains. Les groupes protégés, je vous les mets à l'écran, puis je vous pose la question tout bêtement comme ça. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu du contenu véhiculant un discours haineux entourant un de ces groupes-là? J'imagine que si vous êtes comme moi, ça doit être il y a une demi-heure pendant que vous étiez dans le boss. Ces contenus-là sont ultra fréquents sur les réseaux sociaux. On a vu dans l'actualité québécoise que ces discours-là sont en hausse dans les écoles et pour cause, ils sont aussi en hausse en ligne. C'est sûr qu'une des causes de cette hausse-là, c'est leur accessibilité en ligne. Sauf que c'est important de comprendre qu'une modération parfaite de ces contenus-là, c'est à toute fin impossible. Pour la raison très simple que faire cette modération-là repose sur deux principes sur les médias sociaux numériques. Le premier étant une modération automatisée par des logiciels de reconnaissance de machine learning puis d'intelligence artificielle qui vont repérer des mots rattachés à des champs lexicaux de discours extrémistes. Ils vont reconnaître des phrases, des codes, des symboles, des iconographies dans des contenus, puis ils vont lever des flags. Puis ça peut nécessairement, c'est pas nécessairement une suppression du contenu automatiquement, ça peut être un avertissement. Ça peut être une suppression, ça peut être aussi une démonétisation de ce contenu-là, puis ça peut aller jusqu'au bannissement de cet usager-là qui publie à répétition des contenus qui viennent à l'encontre des termes d'utilisation. Sauf que ces usagers-là, ils peuvent très bien se revirer de bord puis se réouvrir un compte demain matin. Puis c'est une grande roue qui tourne, un cercle vicieux sans fin. L'autre mécanisme de modération de ces contenus-là, c'est une modération qu'on pourrait dire un peu manuelle, dans le sens où on repose sur le signalement, donc lever des flags, sur ces contenus-là qui contreviennent aux politiques d'utilisation, mais les flags viennent des usagers. Et ce mode d'opération-là est basé sur un principe très simple dans lequel on comprend que les usagers qui doivent flaguer ce contenu-là doivent d'abord y être exposés, donc doivent les voir dans leur fil de nouvelles, et s'ils les voient, ça doit être des personnes qui sont contre ce genre de discours-là et qui vont se donner la peine de flaguer le contenu. Ce n'est pas une straight line, ce n'est pas un rapport de causalité direct, ces choses-là. Il y a plusieurs étapes avant qu'un usager
puisse repérer, voir, comprendre et flaguer de manière efficace ce genre de contenu-là. Je viens de me péter le coude sur mon bureau. Fait que la modération de ce contenu-là, c'est non seulement imparfait, c'est pas tellement performant et c'est aussi et surtout pas assez rapide le trois quarts du temps. C'est-à-dire que le mal est déjà fait quand on soulève la présence de ces contenus-là. Fait que la base pour sévir sur ce genre de contenu-là, c'est de savoir qu'il existe. Et là, il y a un autre problème qui est un problème culturel sur Internet qui est relié à l'enjeu des discours haineux. C'est-à-dire que c'est important de comprendre que Internet a sa propre culture qui émane de toutes sortes de sources, mais entre autres, les créateurs d'Internet, les hackers, au début d'Internet, qui ont créé les infrastructures d'Internet, c'était un paquet de hippies qui entretenaient le rêve utopique d'un lieu mystique où on aurait accès au savoir universel de manière complètement décomplexée et complètement universelle, donc parfaite. Cette idéologie-là, on la traîne encore, c'est-à-dire que l'imaginaire qu'Internet est un lieu de libre discours, où on peut parler de tout et n'importe quoi, contrairement à des milieux plus restreints comme les médias traditionnels, on la traîne avec nous. Et c'est pour ça qu'on rattache souvent ces problématiques-là à des enjeux comme la liberté d'expression. Par exemple, c'est-à-dire que si on censure un contenu en ligne, il y a des gens qui vont faire « Oui, mais c'est la liberté d'expression », ce qui est aussi pas une corrélation directe. Si cette idéologie-là du savoir universel accessible en ligne était valide-ish dans les années 80-90, début 2000, dans le contexte aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident parce que la majorité des plateformes qu'on fréquente et qui doivent faire face à ce genre de polémique-là, ce sont pour la vaste majorité des compagnies privées où c'est seulement quelques têtes décidantes qui vont prendre les décisions. Et là, ça va toujours, c'est-à-dire que dans le contexte, avec les normes d'utilisation, on voit que on tend à vouloir prescrire des comportements en ligne qui sont alignés idéologiquement avec des principes inclusifs. L'enjeu qu'on a, c'est que si on force les plateformes à interdire de manière uniforme les discours qui nous trigger idéologiquement, c'est super risqué comme demande dans la mesure où, à partir du moment où ces têtes décidantes-là ne verront plus d'intérêt économique à sévir sur ce genre de contenu-là, ils pourraient facilement se tourner de bord et se mettre à bloquer ou à censurer du contenu qui est idéologiquement opposé. Fait que l'enjeu de la neutralité ici, c'est où est-ce qu'on met la ligne? Qu'est-ce qui est trop néo-schmadi? Qu'est-ce qui flirte avec la ligne dangereusement? Qu'est-ce qui est un discours qui parle de néo-schmadisme, mais dans une perspective de sensibilisation? Cette ligne-là, elle est vraiment difficile à déterminer de manière objective, sécure et claire. Et pour cette raison-là, elle est toujours soumise au pouvoir décisionnel des personnes qui sont propriétaires des plateformes. Est-ce qu'on veut vraiment leur donner tout ce pouvoir-là? Autre chose, évidemment, c'est le même argument tout le temps, c'est-à-dire que si on se met à bloquer ces contenus-là sur les plateformes mainstream, les organisations qui font la promotion, ils vont se déplacer puis ils vont aller en faire la promotion ailleurs. Maintenant, cette question-là, je vous ai présentée, c'est assez complexe là, pour faire une capsule vraiment courte, fait que je vous invite à peut-être réfléchir à ça pour vous-même, prendre ce genre de décision-là vous-même, puis si vous avez à décider de boycotter une plateforme parce qu'elle a tiré profit de contenu néo-schmadi, c'est tout à votre honneur, merveilleux, fantastique. Maintenant, je vous souhaite bonne chance pour trouver une plateforme à qui c'est jamais arrivé puis qui n'en tire pas profit en ce moment même. C'est à toute fin pratique inexistante. Ma take personnelle là-dessus, en fait, c'est qu'un vrai red flag, ce serait pas nécessairement qu'on ne censure pas efficacement les contenus idéologiquement problématiques et les discours haineux, plutôt que si on se mettait à ne pas les censurer et censurer plutôt des idéologies opposées, un peu peut-être de gauche ou progressiste. Là, on aurait un problème d'orientation. Et pour cette raison-là, je pense qu'à la limite, si on n'est pas capable de sévir efficacement et assez rapidement sur ce genre de contenu-là, on est aussi bien de contrebalancer ces pouvoirs-là, puis valoriser d'autres contenus, puis de continuer d'utiliser ces plateformes-là pour combattre ce type de discours haineux en ligne. Mais ça sera toujours à vous de prendre la décision de fréquenter ou pas une plateforme. C'est tout, bye!